Le sort des enfants abandonnés jusqu'au XIXe siècle. Parmi les enfants abandonnés, on trouve une grande partie d'enfants illégitimes. Cependant, il y a aussi parmi eux des enfants nés dans des milieux trop nécessiteux pour payer une nourrice ou pour que les parents puissent subvenir aux besoins de l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant illégitime? Les enfants légitimes sont ceux dont les parents sont mariés. Autrefois, la naissance était qualifiée de hors mariage ou naturelle ou encore illégitime dans le cas contraire. Un enfant né hors mariage dont la mère se marie était dit légitimé par le mariage. La distinction entre enfant légitime et enfant naturel n'existe plus en France. L'ordonnance de 2005, entrée en vigueur en juillet 2006, a fait disparaître du Code civil ces deux notions devenues caduques dans la mesure où les droits des enfants nés hors mariage sont les mêmes que ceux des enfants nés de couples mariés. Quelle que soit l'époque, les nouveau-nés étaient abandonnés devant les églises, les couvents ou les hôpitaux. Nous allons voir cela plus en détail. Dans l'Antiquité, les lois autorisaient les pères de famille à abandonner aux bêtes sauvages les nouveau-nés mal formés. Au Moyen Âge, l'homme reconnaissait souvent son bâtard qu'il faisait élever à ses frais, au besoin dans sa propre maison, voire par sa propre épouse. Dans d'autres cas, l'enfant était exposé le jour même de sa naissance, mais loin du domicile des parents, pour s'assurer que personne ne le retrouve. Un enfant exposé, c'est un enfant que l'on dépose dans un lieu public. À Paris, pour lutter contre l'abandon des nouveau-nés, les autorités encourageaient les unions légitimes, mais en cas d'échec et avant qu'un hospice pour les enfants délaissés ne soit créé dans la capitale, les petits étaient jetés la nuit dans les rues, dans les égouts, ou déposés à l'entrée de l'église, remis entre les mains de la charité privée. Il arrivait aussi qu'ils soient vendus aux bateleurs, aux magiciens ou aux mendiants. Au XVIe siècle, l'illégitimité semble avoir pris une ampleur nouvelle sous l'influence de deux facteurs principaux. Tout d'abord, la libération des mœurs, imputable notamment à l'influence de la Renaissance italienne et à la crise de l'Église catholique. Également, la dégradation du statut des femmes séduites, par exemple la preuve de la paternité hors mariage est restreinte, voire rejetée, considérée comme quasiment impossible à faire. Et l'antiféminisme, de plus en plus accentué, favorise la tendance à rejeter sur la seule fille les conséquences de la faute, entre guillemets. Il en résulte une irresponsabilité masculine qui se développe. Au XVIe siècle, les aveux de paternité se font de plus en plus rares. À cette époque, la population augmente, et donc l'illégitimité avec. Ceci s'accompagne d'une recrudescence des mères dites indignes, entre guillemets, moins bien protégées juridiquement, discréditées socialement. Les mères illégitimes cherchent à se débarrasser de cet enfant dont on leur impose de plus en plus souvent la charge, alors qu'il constitue avant tout à leurs yeux la preuve vivante de leur déshonneur. Ainsi, on retrouve une multiplication des infanticides et des abandons qui se font parfois dans des conditions qui entraînent la mort de l'enfant, un enfant peu vêtu, exposé au froid à la porte d'une église ou à la croisée d'un chemin. Dans les provinces du Nord, Flandre, Artois, Hainaut, le problème de l'abandon et celui de ses rapports avec l'illégitimité préoccupent les autorités locales. Dès la fin du XVIe siècle, on constate l'apparition d'une série de mesures visant à enrayer le nombre d'abandons dont la responsabilité est implicitement rejetée sur les mères illégitimes. Au XVIIe siècle, plus exactement en 1638, Saint Vincent de Paul crée l'œuvre des enfants trouvés de Paris, où les parents peuvent déposer les enfants dont ils ne peuvent assumer l'entretien. En 1656, le pouvoir royal décide de construire 33 hôpitaux sur l'ensemble du royaume. Parallèlement, la police, entre guillemets, des naissances illégitimes se renforce. Au XVIIIe siècle, le nombre d'enfants abandonnés progresse d'une façon qui paraît spectaculaire et inquiétante. Ceci est dû à la misère des classes populaires et aux facilités offertes par les institutions qui recueillent les enfants. Il faut cependant observer que la plupart de ces enfants sont abandonnés dans les villes car les filles mères des campagnes viennent y accoucher. La pratique la plus courante consiste à exposer son enfant dans un lieu public, souvent sous un porche d'église. Beaucoup d'enfants sont également abandonnés à l'hôpital après leur naissance ou chez les sages-femmes.
On distingue les enfants trouvés, exposés dans les lieux publics, recueillis et transportés dans une institution, des enfants abandonnés que leurs parents confient à un proche, à une autorité locale ou à une institution. Autrement dit, la nuance entre enfants trouvés et enfants abandonnés réside en ce que le premier est né de parents inconnus alors que le second est né de parents connus. À partir de 1790, les enfants trouvés, abandonnés et orphelins sont à la charge de l'État. La protection de l'enfance est fondée par la loi du 27 juin 1793. Je rappelle que la Révolution française, c'est 1789. L'éducation physique et morale des enfants trouvés et abandonnés revient à la charge de l'État qui confie les enfants aux hospices civils mais sans contrepartie financière. Ce point est important. Au XIXe siècle, et plus précisément en 1811, l'État s'engage à rembourser les hospices des frais engagés pour l'entretien des enfants et met en place un système de pension afin que les enfants soient placés en nourrice à la campagne. La loi du 5 mai 1869 impose la création d'un service préfectoral chargé du suivi des enfants assistés. Ce service produit des dossiers individuels pour chaque enfant pris en charge, indiquant son état civil, les motifs de son abandon et son parcours. Toute personne trouvant un enfant est tenue de le remettre à l'officier d'état civil avec les vêtements et les effets qui l'accompagnent. Celui-ci dresse un procès-verbal sur lequel figurent les circonstances et le lieu de la découverte, ainsi que le sexe de l'enfant. Le procès-verbal est ensuite inscrit sur les registres. L'identité des parents n'est pas nécessairement indiquée, notamment quand il s'agit d'un dossier d'accouchement sous X. Maintenant, nous allons voir la prise en charge des enfants trouvés ou abandonnés, et en particulier le problème de l'abandon dans les provinces du Nord. Dans de nombreuses provinces comme l'Auvergne, le Berry, l'Alsace, le Languedoc, le Lyonnais, la Gascogne, l'Orléanais, la Champagne, la Lorraine, l'obligation de nourrir et d'entretenir ces enfants incombe aux seigneurs. Dans d'autres régions comme le Hainaut, le Dauphiné, la Provence, la Normandie, les Flandres et l'Artois, la Bretagne, la Franche-Comté, cette charge retombe sur les paroisses ou communautés d'habitants, c'est-à-dire les villes. En pratique, dans nos provinces du Nord, les enfants illégitimes menacent donc de tomber à la charge des communautés d'habitants, soit en tant qu'enfants assistés, soit en tant qu'enfants abandonnés. L'enfant assisté, celui dont les parents, quoique parfaitement connus et avoués, sont cependant incapables de subvenir aux besoins les plus élémentaires par suite de leur propre indigence. L'enfant illégitime peut être purement et simplement abandonné. Ce principe se maintiendra jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Cette obligation engendre de nombreux problèmes matériels. Jusqu'au XVIIe siècle, il existe peu d'établissements spécialisés dans l'accueil des enfants abandonnés. Certaines municipalités ont conclu des accords avec les maisons-dieux. En l'absence de telles conventions, les enfants devront être mis en nourrice. En pratique, il s'agit donc surtout pour la communauté de financer ces opérations de placement, tout le problème étant de savoir où elle trouvera les fonds nécessaires. C'est d'abord par l'intermédiaire des tables de pauvres que les villes du Nord s'acquittent de leurs obligations à l'égard des enfants délaissés. Les tables des pauvres sont une particularité des Flandres et de l'Artois. La table des pauvres, appelée aussi table du Saint-Esprit, est une institution très ancienne qui constitue dans le cadre de la paroisse une des expressions de la vie charitable de la commune. L'expression table des pauvres désignait le meuble placé près de la porte de l'église à l'usage des distributions. On trouvait une table des pauvres dans chaque paroisse, gérée par des paroissiens que l'on appelait les gardes de la charité. On remonte la trace de ces associations caritatives dès 1236. Leur mission était de distribuer des secours aux pauvres dans les limites du territoire de la paroisse. Les ressources de cette table des pauvres provenaient des dons ailés, du produit des quêtes, du secours ordinaire alloué par exemple par le magistrat de Lille, également d'amendes diverses, des taxes sur les récoltes, du denier à Dieu accompagnant tout acte de vente ou location de propriété et laissé à la générosité de chacun, des taxes sur les spectacles, la bière et le vin. Les quêtes à domicile et à l'église alimentaient également la table des pauvres. Quelle était la réaction générale contre l'abandon ? Dans bien des communautés d'habitants, le budget de la charité consomme une bonne partie des ressources de la collectivité et ne s'équilibre qu'à grand-peine. Il existe une hiérarchie très stricte entre les différentes obligations à subvenir aux besoins de l'enfant. L'obligation incombe d'abord aux parents. À défaut des parents, elle retombe sur la communauté du lieu de naissance et en dernier recours seulement
dans l'ignorance du lieu de naissance et de l'identité des parents, l'enfant demeure à la charge de la communauté du lieu de l'abandon. Les communautés veulent réduire leur charge au strict minimum et dans le cadre de leur programme de lutte contre les abandons, elles s'intéressent plus particulièrement au sort des enfants illégitimes. Considérés comme des abandonnés potentiels, les enfants illégitimes constituent une des cibles privilégiées de la politique de lutte contre l'abandon. On peut même parler à leur égard d'une véritable attitude de rejet. En pratique, dans bien des cas, les communautés d'habitants se rejettent l'une l'autre la charge des enfants. Exemple de l'île. Le souci de limiter les charges de la ville conduit les autorités municipales à élaborer une véritable police des accouchements illégitimes dans les années 1590. En pratique, c'est par le biais d'une réglementation de la profession de sage-femme, accoucheur ou accoucheuse que la mesure intervient alors qu'une grave crise économique affecte la ville saisie par le souffle de la réforme catholique. Sitôt l'accouchement, la sage-femme doit signaler au greffe criminel toute naissance illégitime. Sa déposition est recueillie par le clerc d'office sur des feuillets volants d'abord, puis dans des registres spéciaux. Il arrive que le clerc se rende ensuite chez l'accoucheuse pour interroger personnellement l'accouchée, mais ce n'est pas systématique. Lorsque la fille est étrangère, entre guillemets, c'est-à-dire quand elle n'est pas lilloise, elle est souvent expulsée avec son enfant quelques semaines après l'accouchement et après que l'enfant ait été baptisé, à la diligence du sergent local. Il faut s'assurer que ni elle ni le nouveau-né ne tombent à la charge de la collectivité. Cet impératif ne laisse place à aucun sentiment de commisération et la ville témoigne d'un grand empressement à se débarrasser de ces pensionnaires indésirables. La fille dispose en moyenne d'1 mois pour se rétablir avant d'être chassée, quel que soit son état de santé. Dans de nombreux villages du Nord, et notamment du Cambrésis, la pratique suivie semble relativement voisine, mais le magistrat, moins surchargé et mieux informé qu'à Lille, par le bruit commun ou par tout autre moyen, la dénonciation, la connaissance personnelle, n'est pas obligé de se reposer sur les sages-femmes et se livre parfois lui-même d'office à une véritable inquisition pour soutirer aux filles grosses le nom de leur séducteur et le récit de leur infortune. Dans l'esprit du magistrat, il s'agit de la défense de l'intérêt général de la communauté. Il faut absolument éviter que l'enfant tombe à la charge de la collectivité, même si cet enfant naît sur son territoire et si ses parents sont inconnus. La communauté devra le recueillir. Il importe donc avant tout de faire constater l'identité de la mère naturelle et par la même occasion celle du père présomptif afin de dégager la responsabilité de la communauté. Par le truchement de la déclaration des sages-femmes, la ville amenuise toujours et dégage parfois sa responsabilité. Car lorsque la mère est lilloise, la communauté pourra se retourner contre les parents dont l'obligation prime la sienne pour tenter de les contraindre à se charger de l'enfant. Et lorsque la mère est étrangère, la déclaration de la sage-femme empêche un éventuel abandon, les mères naturelles et leurs enfants étant fichés dès la naissance, qui aurait pour effet de faire tomber indûment l'enfant à la charge de la ville. D'un autre côté, cette déclaration protège la communauté contre des recours ultérieurs. Elle lui permet de chasser la mère et l'enfant en toute sécurité, sans craindre les réclamations de la communauté du lieu d'un éventuel abandon. Par comparaison, à Mons par exemple, on fait sortir toute fille étrangère de la juridiction du magistrat avant son accouchement pour se libérer du poids de l'enfant après sa naissance. À Lille, la mère étrangère est renvoyée chez elle avec son enfant. À Mons, lorsqu'une fille étrangère se trouve enceinte, elle est chassée et ne pourra trouver refuge qu'au sein de la communauté du lieu de sa naissance. Dans les deux cas, la commune ne peut la chasser parce qu'elle est en droit de réclamer le bénéfice et privilège de son origine. Qu'est-ce que les tours d'abandon ? À l'hôpital de Laon, un tour d'abandon est installé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le tour était une amélioration du système de la roue, entre guillemets, que le pape Innocent III avait fait construire en 1198. Vers 1800, on crée à la porte des hospices le tour ou tourniquet. Le tour est un cylindre installé dans la muraille qui pivote sur un axe. Un côté du cylindre est ouvert. Le côté fermé fait face à la rue. Une cloche extérieure est placée à côté. L'abandonnant avertit la garde grâce à cette cloche. Le cylindre est alors manœuvré et présente le côté ouvert à l'extérieur. L'enfant est déposé. Le cylindre tourne vers l'intérieur et l'enfant est pris en charge par la garde. Il pouvait aussi s'agir d'une petite pièce équipée de 2 portes dans laquelle se trouvait un berceau. Ces systèmes permettaient de garder l'anonymat.
En créant les tours, les enfants n'étaient plus déposés directement à l'extérieur des églises et les mères n'étaient plus vues de tous. La plupart des tours étaient à des endroits bien précis dans les villes, dans des lieux isolés. Napoléon Ier lança la dynamique pour la réorganisation des tours. Le décret impérial du 19 janvier 1811 indiquait que dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés. Malgré cette obligation, quelques départements refusèrent d'établir ces tours. Ce fut le cas dans le Doubs, la Meurthe, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Seine et l'Oise. Les 81 autres départements ouvrirent 259 tours. Ce n'est qu'à cette date que les tours furent légalement instituées, mais le décret n'admettait dans les hospices comme enfants trouvés ou abandonnés que ceux qui étaient ouvertement apportés par des personnes étrangères à l'enfant et qui n'avaient aucun lien avec les parents. En résumé, même si tous savaient que les mères déposaient leurs nourrissons, l'idée était que si une mère abandonne son nourrisson, elle doit être punie. L'Empire dès cette époque fut divisé en deux. Les adversaires estimaient qu'ils encourageaient l'immoralité et l'abandon sans raison valable des enfants. Il semble que la mise en application du décret de 1811 donna raison aux adversaires des tours, car le nombre d'enfants abandonnés augmenta considérablement. Le 1er janvier 1815, on compte 67 966 enfants abandonnés. Le 1er janvier 1817, 92 626. Le 1er janvier 1818, 97 919. Et le 1er janvier 1819, 99 346 enfants sont abandonnés. Ces derniers soupçonnaient que l'établissement des tours soit aussi un moyen astucieux pour certaines femmes de gagner de l'argent. En effet, ils pensaient qu'en déposant l'enfant dans le tour, la mère se ferait engager comme nourrice à l'hospice et de fait serait rémunérée pour allaiter son enfant qui lui serait restitué. L'hospice de Paris payait pour l'entretien d'un enfant d'un jour à un an une somme de 7 francs par mois. Les partisans des tours, comme Lamartine ou l'abbé Gaillard, s'appuyaient sur des idées chrétiennes et religieuses, à savoir venir en aide à son prochain. En Italie, à cette même époque, les prêtres étaient les plus fervents partisans pour la conservation des tours. Très vite, les combats des partisans de la réduction du nombre de tours l'emportèrent. Ainsi, une circulaire du 27 juillet 1838 institua cette diminution progressive. Alors que le département du Nord en comptait 3 en 1835, ils avaient tous disparu en 1840. Dans toute la France, le nombre de tours passa de 54 en 1833 à 32 en 1855. À Paris, pour limiter les abandons, les mères étaient obligées, après l'accouchement, dans des hôpitaux, d'allaiter leur enfant plusieurs jours avant de sortir et de l'emporter à la sortie. Les mères disposées à garder leur enfant et à le nourrir recevaient une layette et une petite somme d'argent. Mais l'hospice de Paris ne supprima pas définitivement le tour. Pour dissuader les mères, le préfet de police plaçait des agents de police à proximité du tour, et lorsqu'une mère déposait un enfant, elle devait expliquer les raisons de cet abandon. Maintenant, voyons les conditions des transferts des nouveau-nés de la province vers la capitale. Très souvent, les enfants d'à peine quelques heures étaient amenés de la province à Paris dans des conditions déplorables. Les nourrissons étaient placés dans des charrettes qui empruntaient des chemins mal entretenus. Arrivés à Paris, ils étaient déposés dans un tour de l'hospice de la rue d'Enfer. Mais par de petits arrangements passés avec quelques familles et surtout après que les bébés aient été nourris par de bonnes nourrices, ils retournaient d'où ils venaient. Malheureusement, durant le temps où le bébé était à Paris pour être nourri par de simples machines à lactation, entre guillemets, comme les appelait Esquiros, les liens entre la mère et l'enfant se détachaient. Il en était de même pour les nourrices qui étaient amenées à Paris par des charretiers de province. Des meneurs allaient chercher des femmes à la campagne récemment accouchées pour allaiter les nouveau-nés au sein. En 1772, le Parlement appela la sévérité sur les transports des enfants envoyés de province. Il fut constaté dans les hospices parisiens que les 2 tiers des enfants venaient de Paris et de la région parisienne et qu'un dernier tiers venait de la province. Pour limiter le peu de soins avec lequel les nourrissons étaient transportés en direction de Paris, un arrêt du Conseil du 10 janvier 1779 interdit aux voituriers et aux messagers, sous peine d'une amende de 1000 livres, d'emmener des petits-enfants, si ce n'était pour les remettre à des nourrices ou à l'hôpital des enfants trouvés le plus proche. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les nourrissons n'étaient plus transportés pour les longues distances à Paris dans d'infâmes charrettes, mais grâce au chemin de fer. Le train a eu l'avantage de réduire les distances,
Mais comme les hospices ne pouvaient payer que des voyages en wagon de 3e classe, c'est-à-dire non couverts, les nourrissons souffraient terriblement des mauvaises conditions climatiques. Ici se termine l'exposé sur le sort des enfants abandonnés jusqu'au XIXe siècle.